Mais j'ai préféré, enfin, comme vous voulez. D'accord. Non mais bon, ça leur laissera un peu de place au débat. Bon, en tous les cas, on voit bien ces problèmes pas de comorbidité, mais d'association, de troubles du comportement alimentaire, notamment de l'hyperphagie boulimique, de l'obésité, toutes les autres comorbidités psychiatriques qui sont associées, à tel point, enfin, on en discutait hier avec Sébastien, nous, psychiatres, on a une littérature immense sur l'anorexie mentale, mais en fait, on connaît très peu l'obésité, et je suis de ceux qui défendent qu'il y ait un vrai développement d'une psychiatrie de l'obésité, parce qu'on voit très bien un peu les problèmes que ça pose. Alors, avant de passer la parole à la salle, moi, je te poserai une question un peu une question assez générale, sur la manière dont on peut organiser les soins de ces patients, puisqu'on est dans l'obésité, de ces patients obèses avec des problèmes d'hyperphagie boulimique. Comment on peut voir les soins, de quelle manière on les organise? Est-ce qu'il faut des unités dédiées à ces malades-là? Est-ce qu'il faut envisager des hospitalisations à temps plein? Est-ce qu'il faut des hôpitaux de jour? Bon, je sais bien que les formules de soins sont très différentes en fonction des endroits, mais je souhaiterais avoir ton point de vue un peu sur la manière dont on peut organiser les choses. Alors, si je devais répondre à la question avec un seul mot, je dirais multidisciplinaire. Le problème de la prise en charge de l'obésité par les psychiatres, d'abord, c'est que ça intéresse. Je parle même plus largement que dans les TCA, c'est que ça intéresse pas beaucoup les psychiatres. Aussi, je pense, parce qu'effectivement, on n'est pas bien formé et on n'a pas tellement l'habitude, on n'est pas à l'aise avec ça. Mais aussi, enfin, d'une part à cause de ça, mais aussi parce que on est isolé des somaticiens et qu'il y a des attentes croisées qui sont pas les mêmes. Moi, je vois arriver par exemple plein de gens dans des consultes d'obésité, pas forcément pour le TCA, qui arrivent avec mon endocrino m'a dit qu'il fallait que je vienne parce que mon surpoids c'est psychologique bon, alors là on est donc je viens chez vous pour maigrir. Ce qui est pas, je vous l'ai expliqué, en tout cas ce que nous on sait faire. Donc et à l'inverse, vous avez plein de gens qui ont des psychiatres qui se sentent pas à l'aise parce qu'il y a des comorbidités somatiques, etc. et qui a pas de lien avec le somaticien. Donc je pense que la première étape, c'est que si on veut que ça fonctionne bien, c'est qu'il y ait des nutritionnistes ou des diététiciens dans les services de psychiatrie ou des psychiatres dans les services de nutrition. On voit ça comme on veut. Hein. Nous, par exemple, à Montpellier, nous intervenons dans les services de nutrition, mais on peut imaginer que ce soit des nutritionnistes qui interviennent en psychiatrie, peu importe. Mais je pense qu'il faut que ce soit multidisciplinaire. Après, non, je pense que la différence, il faut qu'on traite ce qu'on sait traiter, c'est-à-dire les troubles psychiatriques secondaires liés à l'obésité, enfin, ou associés à l'obésité, la dépression, les troubles alimentaires, etc. Ça demande une spécificité, même dans la dépression. Par exemple, la dépression de l'obèse ne se traite pas de la même façon que la dépression d'un patient non obèse. Il y a des médicaments qui marchent mieux, moins bien, etc. Donc il faut connaître ça, et c'est pour ça que ça doit demander, à mon avis, une expertise un peu particulière, mais pas d'hospitalisation précise. Je pense que c'est de la multidisciplinarité, de l'expérience croisée qui peut aider. Mohamed. Bien, merci beaucoup. Mohamed, c'est Pierre à Rouen, tu m'entends? Ah, on ne te voit pas, mais on t'entend. Oui. Ah ben, c'est bien. Je voulais prolonger un peu le point et puis poser une question à Sébastien. Effectivement, je crois que sur ces patients intriqués qui ont cette pathologie globale, physique et psychiatrique, il faut vraiment des prises en charge globales. Alors nous, on a mis en place, on a à peu près 3 ou 4 formules différentes. On n'a pas le self-help malheureusement, mais je serais intéressé d'en discuter avec Sébastien parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là. Par contre, on a de l'ambulatoire classique alterné, médecin, diète, psychologue, psychiatre quand on en a suffisamment. On a la formule hôpital de jour sur notre hôpital de SSR, la Croix-Rouge, où on a des programmes intégrés sur 2-3 mois avec des séances diète, psy, activité physique intégrée, infirmière, médecin coordonnateur bien sûr. Et puis on a un programme en backup, je dirais, pour les patients qui ont résisté ou qui sont d'emblée très sévères, en hospitalisation complète pendant 3-4 semaines, où effectivement l'objectif de perte de poids est tout à fait modeste, mais où on est d'abord dans l'objectif comportemental, sevrage des crises compulsives, etc. Et je crois que quand on jongle avec tout ce panel-là, je crois qu'il faut vraiment être assez optimiste. On peut avoir vraiment de très bons résultats chez beaucoup de patients qui effectivement, comme Sébastien disait très bien, on ne va pas d'abord chercher la performance sur le poids, mais le travail au long cours, quoi.
Ma question à Sébastien, c'était par rapport je trouve, au caractère encore un petit peu réducteur de la classification, parce que finalement, quand on interroge nos patients finement, parfois on a quand même bien du mal à savoir s'ils sont dans la vraie hyperphagie boulimique typique ou si c'est de l'atypique. Et en plus, l'hyperphagie prandiale est quand même assez difficile à repérer. Elle rentre pas vraiment dans les cases même du DSM-5, elle est dans autres, quoi, dans les autres troubles compulsifs. Et moi, mon impression que j'ai, c'est que si on prend pas seulement le BED au sens strict, mais qu'on prend tous les formes plus ou moins compulsives, grignoteurs plus ou moins entre les repas ou hyperphages au repas, c'est plutôt 50-60% des obèses qui ont ce genre de TCA que les 27% du BED strict. Non, moi, alors, bon, c'est qu'on a pas forcément les mêmes. Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que vraiment, pour le coup. Alors après, là, j'ai présenté l'hyperphagie boulimique. Il y a effectivement d'autres troubles alimentaires, hyperphagie nocturne, des troubles alimentaires non spécifiés, qu'on peut rentrer dans l'obésité. Mais globalement, quand même, moi, me semble-t-il, on arrive sur une consultation, effectivement, c'est difficile de faire la part des choses, mais avec un suivi, on arrive assez bien à discriminer ces patients obèses hyperphages, que je trouve moi assez spécifiques, et notamment avec un agenda comportemental, exactement comme on fait dans les addictions avec l'alcool, quoi, où on a le même problème. Est-ce que c'est un alcoolisme, est-ce qu'il y a une perte de contrôle, et est-ce qu'on est dans l'addiction, ou est-ce que c'est un mésusage modéré? Enfin, on arrive assez bien à discriminer, et ces patients, avec une fois qu'on a refait avec un agenda comportemental, arrivent quand même assez bien à voir s'ils se contrôlent pas, comment fonctionne leur hyperphagie. Et je pense que c'est important de bien les discriminer, encore une fois, parce que par exemple, sur de la fluoxétine, je suis intimement persuadé qu'un obèse lambda à qui tu mets 60 mg de Prozac, ça n'a pas donné grand-chose s'il n'y a vraiment pas cette notion de perte de contrôle, par exemple. Donc, moi, me semble-t-il, c'est quand même un truc assez spécifique. Alors après, où on met la frontière, effectivement, c'est toujours difficile. C'est le problème des classifications. On verra comment ça évolue. Je pense qu'il faudrait, il y a sûrement des troubles qui sont actuellement non spécifiés dans le DSM, qui vont rentrer, etc. On va ouvrir les choses, mais je suis pas sûr qu'il y ait 60% des obèses qui aient un trouble des conduites alimentaires. Au sens, si on part du principe que la définition du trouble des conduites alimentaires, c'est un dysfonctionnement, sous-tendu par des préoccupations excessives pour le poids, la forme, l'alimentation, avec une détresse derrière et un retentissement sur le comportement. Si on reste sur ce grand principe-là, je suis pas sûr qu'il y ait 60%. Alors, je suis d'accord sur le fond. Après, c'est une question je pense, de grading. Le problème, c'est qu'on sait un peu tout ou rien, BED, oui, non. Alors, oui, il y a plein de patients qui sont à la frontière. C'est le problème des classifications catégorielles. Mais ça, on est d'accord. Un outil de gradation, quoi. Ça, c'est le problème des catégories. C'est pour ça qu'en recherche, effectivement, quand on est sur du dimensionnel, c'est plus pertinent. Mais après, c'est plus compliqué en clinique de donner. Là, au moins, ça permet d'avoir un repère un peu qui est ce qu'il est, mais qui permet de guider nos prises en charge. Bien, on va laisser la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions sur un peu ce qu'a développé Sébastien Guillaume sur l'obésité d'une part, l'hyperphagie boulimique, la prise en charge, les traitements médicamenteux? Alors, les deux seules pistes que tu as développées, c'est les sérotoninergiques, le topiramate, le baclofène un petit peu. On n'a pas d'autres pistes? Alors, il y a dans l'hyperphagie boulimique, dans les médicaments actuellement à disposition, non, il n'y a rien. Il y en a un qui est, alors je ne sais plus le nom, un médicament qui est commercialisé aux États-Unis et qui a une AMM aux États-Unis dans l'hyperphagie boulimique, qui est en gros un psychostimulant, mais pour des raisons que tu connais, contextuelles, chez nous, on ne connaîtra jamais en France. Et notamment après l'affaire du Mediator, quoi. Je pense je sais pas ce que Pierre en pense, mais à mon avis, jamais ce médicament-là il sortira en France. Donc, j'en parle pas parce que il n'est pas commercialisé en Europe. Je pense pas qu'il sorte ailleurs qu'en Amérique du Nord, a priori à court terme. Donc, et c'est tout. Oui. Non, mais effectivement, moi j'ai quelques données sur l'exposé que je ferai sur le lien avec l'hyperactivité. On a quelques données effectivement intéressantes à ce niveau-là. Je pense que dans le contexte actuel, mettre un traitement de ce type-là pour l'obésité, c'est compliqué. Pas gagné. Et puis il y a l'association
entre le bupropion et l'analtrexone qui a été proposé, mais c'est pas très satisfaisant. Et c'est une posologie fixe. Enfin, on cumule les inconvénients des deux sans pouvoir gérer l'avantage de l'un ou de l'autre. Donc, Vous avez faim, c'est ça? Est-ce qu'il y a des questions? Bon, merci beaucoup Sébastien, merci beaucoup Pierre. voilà, bonne suite de journée, je vous dis au On a revoir. une petite pause café et on reprend à 11h30. Je pense que tu dois partir, Pierre, tu ne suivras pas avec nous. Oui, mais je vais vous laisser. Hein. Ok, merci. Au revoir. Allez, au revoir, à bientôt.